Bonjour et bienvenue dans Spoiler Alert, un film que vous n'avez jamais vu et dont tout le monde vous dit qu'il est culte. Cette émission le regarde pour vous. Aujourd'hui on vous raconte Minority Report, un film de 2002 avec Tom Cruise, Colin Farrell et plein d'autres. Le film démarre sur un lendemain de soirée bien vénère où on comprend vaguement qu'un comptable n'est pas super content que sa femme ait appelé le plombier. On fait alors la rencontre de la source de ce cauchemar qui n'est autre qu'un cliché de junkie des années 2000. Un petit coup d'œil sur une machine qui fait des boules de bois et c'est l'hésitation. Motus, loto. Non, on n'en sait pas trop pour le moment, mais une chose est certaine, c'est un système bien compliqué pour pas grand chose. On a donc Ethan Hunt qui arrive à la CIA. Ah non, c'est pas celui-là c'est John. John donc qui d'un pas décidé nous embarque dans les dessous d'une organisation bien mystérieuse nommée Pré-Crime. On est en réalité dans un futur présenté comme utopique où les meurtres n'existent pas, car des junkies baignant dans de l'eau de mozza peuvent les voir à l'avance. John et son équipe de cops du présent du futur sont prévenus de ces crimes par des boules comme on a pu le voir au début et récupèrent les visions des junkies pour procéder à l'enquête. John nous montre donc en quoi consiste son travail d'enquêteur et honnêtement, c'est classe. À l'instar de la mère de Sylvester Stallone, lui, il lit dans les boules. Dans ce futur, on peut voir les images dans la tête des gens en hologramme et contrôler tout ça grâce à des super grandes d'archerie à LED, mais les visios se font toujours sur des LCD 28 pouces encastrés dans du béton. Mais pardon, je m'égare. Les junkies font donc un rêve du futur et John lui regarde ça comme un épisode de Columbo. Il connaît le tueur et là où les victimes dès le début. Mais son but à lui n'est ni de trouver qui ou quand, mais où es-tu ? John n'étant pas un débutant a le bon réflexe de demander à chercher dans les registres. Bravo, monsieur le détective. Par contre problème, l'homme en question a déménagé. Il n'est plus là. Pas de souci, l'inspecteur est là, et pas pour rigoler. Pendant ce temps, le futur meurtrier voit l'amant de sa femme entrer chez lui. Et avant que le trip de junkie ne se réalise, John et sa fine équipe arrivent sur les lieux. Mais alors que tout se passe bien, une femme ose parler au héros. Temps limite 1 minute, chef, nous rattrapons l'avenir. La ferme Ivana. Chad. Bref, au final, tout va bien, il tape un sprint, arrête le presque meurtrier, et on se retrouve après une courte page de pub. Imaginez un monde sans meurtre. J'ai perdu mon meilleur ami. J'ai perdu ma tante. J'ai perdu mon papa. J'ai perdu mon père. J'ai perdu ma femme. Il y a 6 ans, le taux d'homicide dans ce pays avait atteint des proportions épidémiques. Il semblait que seul un miracle pouvait stopper l'hémorragie. Étant rentré chez lui après sa grosse journée de boulot, on nous en dit un peu plus sur notre héros, et que, sous son masque d'assurance, il fuit la réalité. Car en effet, John a perdu sa famille, et quoi de mieux pour oublier tous ces tracas que de la ventoline du futur. Après cette petite mise en bouche, la vraie intrigue du film démarre avec Danny, notre antagoniste joué par Colin Farrell, qui enquête pour le compte du ministère de la Justice sur cette société du futur bien mystérieuse. Son but est de savoir si les alus c'est legit ou si en réalité on peut pas faire voir un peu ce qu'on veut aux junkies. Et il démarre fort en mettant les pieds dans le plat, ce qui permet au film de répondre à toutes les questions qu'on peut se poser quand il s'agit du futur. Bref, Daniel Villain montre que maintenant, c'est lui le patron. Ce qui veut dire que vous travaillez maintenant sous ma responsabilité. John se fait agresser par la junkie en chef nommée Agatha et, suite à une vision de cette dernière, John part fouiller les vieux dossiers. Mais on sait tous que c'est jamais une bonne idée. Rentre fouille, merde. Et oui, en effet, rentre vite parce qu'un nouveau meurtre se prépare, surtout que surprise, stupeur, coup de théâtre, le crimier cette fois, c'est John. Il prend la fuite et franchement, c'est classe, moi j'aime bien ce délire des voitures du futur. Bref, il appelle son chef et ami Lamar Burgess pour lui dire que c'est pas lui qui a fait ça et que de toute façon, c'est que des drogués. Mais quand Lamar lui dit que la fuite c'est mal, John prend à nouveau la fuite en défonçant sa portière pour aller faire des cabrioles sur l'autoroute. Visiblement raccrocher le téléphone n'est pas une option dans le futur. C'est à la sortie du métro qu'il est cueilli par ses collègues armés avec des bâtons choléra. Après une course-poursuite où il nous montre qu'il n'est pas le caïd de chez Pré-Crime pour rien, il finit par croiser Danny le méchant qui le poursuit à son tour jusque dans une usine de voitures du futur. Cette fois, fini le bâton choléra, place au vibro shotgun. Bref, bagarre, John finit par ne faire plus qu'un avec une voiture et oh mon dieu, je crois connaître la direction que le film est en train de prendre. Ah non, il est juste couché sur le siège. Le voilà parti en Bugatti Veyron monté à l'envers, une Itagub donc j'imagine, et finit sa route pour aller se cacher à Poudlard. Non, en réalité, il est chez Heinemann, la personne qui a créé les drogués qui voient le futur. Il prend le thé et lui demande comment qu'on fait pour falsifier les visions des drogués. Elle nous donne alors la backstory des précoques qui ne sont pas des junkies, mais à culpa. Elle nous explique que ce sont des enfants de junkies ayant des lésions cérébrales depuis la naissance dues aux drogues que leur mère prenait pendant la grossesse. Les 3 précogs étant les seuls survivants de tests qu'Heinemann a pu sauver. Suite à quoi Heinemann finit par nous révéler un point clé du film, les enfants de junkies sont parfois pas d'accord dans leur vision.
et dans la foulée nous lâche un petit title drop Parce au que tous calme. les rapports minoritaires sont détruits dès qu'ils arrivent. Pourquoi? Manifestement, pour que Pré-Crime fonctionne, John a besoin désormais de passer incognito, et comme dans le futur il ne suffit pas de mettre un impair et une fausse moustache, John va se faire remplacer les yeux et temporairement déformer chimiquement le visage. Après une courte période de convalescence de 12 heures non sans accroc, le plan est en marche. Il doit aller interroger Agatha pour connaître le rapport minoritaire le concernant et clamer son innocence. Ayant toujours sa carte d'accès du bureau, il arrive sans trop de mal et demande à voir le rapport minoritaire. N'en faisant qu'à sa tête, Agatha montre à nouveau la vieille tentative de meurtre d'une femme déjà résolue. N'ayant plus le choix car Daniel les a repérés, John embarque Agatha et s'échappe en tirant la chasse littéralement. John débarque Agatha sous le bras chez un pote dealer de rêve pour hacker le cerveau de cette dernière et trouver le fameux rapport minoritaire. Mais pas de chance pour lui, le rapport se finit par une perte de signal et il fait à nouveau chaud blanc. Qu'est-ce qui se passe? Les visions reviennent et têtue comme elle est, Agatha montre à nouveau le meurtre de la Dame du Lac. Une fois de plus interrompue, mais cette fois par la brigade de John, ils entament un niveau de fuite furtive. Sans doute parce qu'elle a déjà joué au jeu, Agatha a en mémoire tous les déplacements. Ils arrivent à prendre la fuite et retrouvent l'hôtel où se trouve Leo Crow, l'homme que John est censé abattre dans quelques minutes. Ils entrent donc dans la chambre avec panache, mais Léo n'est présentement pas présent. En fouillant un peu, John finit par tomber sur des photos de son fils, ce qui, par association d'idées et des années d'expertise dans le domaine de l'investigation, en conclut que cet homme est la personne qui a enlevé son fils des années auparavant. Retournement de situation, douche froide pour nous, spectateurs de la team John le Magnifique, mais le doute s'installe. Oh oui, je vais tuer cet homme. C'est alors qu'arrive dans sa chambre Leo Crow. John voit rouge et le défonce. Et quand tout prend enfin du sens, l'homme d'honneur qu'est notre héros fait le bon choix et décide de procéder à l'arrestation de Leo Crow pour kidnapping et potentiellement meurtre. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz ou ferez pourra être remis contre vous. Mais retournement de situation. Léo veut mourir des mains de John car c'est dans son contrat et qu'on modifie pas un script comme ça. Allez John, fais pas l'enfant. Vous êtes bien censé me tuer. Léo explique alors qu'un homme promet de donner de l'argent à sa famille s'il se fait tuer par John en se faisant passer pour le kidnappeur de son fils. Coup monté, complot, fessé. Léo agrippe alors John, un coup de feu retentit et la prophétie est réalisée. On retrouve alors Danny plus tard sur les lieux du crime. Je travaillais à la criminelle avant d'être chez les fédéraux. Ça, c'est ce qu'on appelait une orgie de preuves. Danny fait alors son rapport au grand chef Lamar et dans son enquête il a trouvé ce qui a déclenché toute l'affaire. Et pendant qu'on se dit que Danny le vilain est pas si vilain, PAM! Lamar explose la poche de faux sang scotchée sur le torse de Colin Farrell dans un retournement de situation. Le vieux chef qu'on pensait être un petit vieux sympathique, un peu figure paternelle, est en fait corrompu. John, de son côté, part au volant de Saitagub se réfugier chez son ex-femme, et pendant qu'on le regarde prendre un peu l'air et se remémorer le bon vieux temps, on a l'impression d'avoir oublié un truc. T'as une idée, John? Agatha? Ah oui, c'est vrai, merde. Mais c'est trop tard, John se fait attraper. Quelques jours plus tard, pour célébrer l'efficacité des précogs, le vieux Lamar s'apprête à recevoir les honneurs et promet à Lara, l'ex-femme de John, d'essayer de le faire sortir au plus vite. Mais après un petit questionnement sur l'affaire du meurtre de la Dame du Lac, il en dit trop. Lara prend donc les devants et va braquer le gardien de prison pour faire sortir son ex-mari. On notera l'efficacité du système de sécurité de cette prison. La grande résolution est lancée. John piège Lamar et révèle à tous que Lamar est un meurtrier lors de la cérémonie en projetant la vidéo Agatha Productions. On apprend alors dans un face-à-face entre Lamar et John la backstory de l'affaire. La fameuse Dame du Lac est en réalité la mère d'Agatha qui, une fois désintoxiquée et sur le droit chemin, voulait récupérer sa fille. Hors de question pour le vieux Lamar qui a donc commis le meurtre presque parfait. S'ensuit un dilemme bien cornélien. Se venge-t-il de John ou pas? Dans tous les cas, il sera arrêté. Le choix est fait, il se tire lui-même dessus en prenant à contre-pied la réponse à choix multiple qui nous a été offert à nous simples spectateurs. Bref, tout est bien qui finit comme ça peut, John et son ex-femme se remettent ensemble et attendent un nouvel enfant. On se doute bien que l'enfant héritera des yeux de son père. Pré-crime est fermé et Agatha les délivre reclus sur une île avec les deux autres jumeaux précogs. Voilà, c'était Minority Report et maintenant vous ne pourrez plus dire que vous ne l'avez jamais vu.